d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Tout est dans la presse avec aujourd'hui la leaderée Avirama Golan et Michael Blum. Et nous parlons du processus de paix et de ces nouvelles propositions de Mahmoud Abbas et également peut-être du changement de ton côté israélien avec un discours plus modéré du chef de la diplomatie Avigdor Lieberman dont nous reparlerons tout à l'heure. Et avant d'être interrompu par le journal, eh bien, on parlait de cette question des pressions internationales et il y avait consensus ici autour de la table. Qu'on soit plutôt à gauche ou plutôt à droite, pour constater que ces pressions internationales n'étaient pas la solution et qu'au contraire, elles avaient peut-être tendance à radicaliser les uns et les autres dans leur position. Je viens de le dire off the record, je viens de le dire. Je crois que la paix, un processus de paix, un accord de paix, c'est l'intérêt sublime d'Israël pour l'avenir de ce pays, vraiment. Mais est-ce que c'est possible, tout simplement? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est d'abord, il faut qu'Israël décide que c'est son intérêt. Avant de poser la question sur les détails de Jérusalem et l'ONU, ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas l'impression que Benjamin Netanyahou est parvenu à cette conclusion, que c'est l'intérêt d'Israël? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Lui, il pense vraiment que jouer le jeu de gagner de temps, c'est ça qui va le garder au pouvoir. Alors, c'est un peu le cas peut-être du côté palestinien aussi, avec Mahmoud Abbas. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Ce qui m'intéresse autant. Non. Vraiment pas que rester au pouvoir, ça soit sa priorité première. Je pense que vraiment, il pense que c'est pour le bien de l'État d'Israël que cette. Qu'il reste au pouvoir. Non, qu'il reste au pouvoir, c'est certain. Ouais. Ça, j'en suis persuadée, mais ce n'est pas pour un intérêt personnel. Je suis vraiment intimement persuadée qu'il croit que pour le bien de l'État d'Israël, sa politique. C'est exactement comme Louis XIV. L'État, c'est lui. C'est-à-dire que l'intérêt d'Israël et l'intérêt du pouvoir de Netanyahou devenaient vraiment les mêmes. On a l'impression que la règle du jeu, quand même, c'est, Michael, vous allez me dire ce que vous pensez de ce constat, c'est tant côté palestinien que côté israélien, faire preuve de bonne volonté vis-à-vis de John Kerry, des Américains, des Occidentaux, des Européens, alors que finalement, on n'a ni vraiment l'intention, pas vraiment l'intention d'aller de l'avant, ni du côté palestinien, ni du côté israélien, mais il faut donner des gages de modération, des gages de bonne volonté, des gages de sérieux. Je crois que Benjamin Netanyahou, depuis le discours de Bar-Ilan, a répété qu'il pensait, et pourquoi ne pas le croire, donnons-lui du crédit, il pense que la création d'un État palestinien est une bonne chose pour l'État d'Israël. Dans sa vision... Pourquoi ne pas le croire? Parce que... encore une fois, ça fait partie de ce jeu qui consiste à convaincre les Américains qu'Israël est prêt à des concessions, alors que les Israéliens sont persuadés, étant donné les positions très rigides côté palestinien, l'intransigeance palestinienne, que rien ne sera fait et qu'on n'arrivera à rien. Ce qu'il a dit à Washington était tout à fait le contraire. Ce que Netanyahou a dit. Ce que Netanyahou et Abbas disent, c'est qu'ils sont prêts à aller vers la solution à deux États. Les deux y croient. Les deux mettent un maximum de conditions pour arriver à ça, ayant apparemment peur l'un et l'autre, je crois, de leur opinion publique. Et le maximum que Netanyahou peut proposer n'est pas le minimum que ce que Abbas peut accepter. C'est pas nouveau. Les accords d'Oslo, c'était la même chose. La première émission que j'ai faite ici dans I24, j'ai dit que c'est pour parler, c'était pour parler. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Ça veut dire qu'on est là pour parler, on est là pour échanger. Pour gagner le temps, parce que Netanyahou le sait très très bien qu'il y aura un jour, ça va finir. Gagner ce temps, ça va finir par quelque chose, une pression. L'annexion, peut-être. L'annexion. Il y aura pas d'État binational. On va revenir à ça. La question, c'est dans quelle mesure les dirigeants israéliens et palestiniens sont prêts à aller avec une solution plus nouvelle, qui crée quelque chose de nouveau, qui sort de ce qu'il y a. Je rappelle qu'au moment des accords d'Oslo, dont on parle beaucoup, les accords d'Oslo ne prévoyaient pas la création d'un État palestinien. Il n'en était même pas question. Et à l'époque, on parle de Rabin et de Pérez, on parle de Beilin, on parle des gens les plus à gauche sur la carte politique israélienne. Donc aujourd'hui, quand Netanyahou est convaincu, c'était le commencement, quand Netanyahou aujourd'hui parle et a l'air convaincu de la nécessité de créer un État palestinien, quand Abbas est prêt à faire des concessions que Arafat n'aurait jamais envisagées, ne peut pas imaginer qu'Arafat dise ce qu'Abbas a dit au New York Times. Donc les choses ont évolué, mais sur le terrain, on ne voit pas encore beaucoup de résultats et j'ai du mal à croire que ce round de négociation peut amener à la paix. Parce que sur le terrain, justement, au niveau des faits, on a aujourd'hui 400 000
israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte. Et ça, c'est... Ce qui aurait tendance à prouver qu'Israël n'était jamais vraiment motivé à donner... Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont motivés à se suicider. Et Israël continue à... Je vous propose, Avirama, d'écouter un court extrait de ce qu'a dit Avigdor Lieberman ces derniers jours. Et Avigdor Lieberman, lui aussi, son discours a surpris. Je vous propose d'écouter un extrait. Je pense que John Kerry mène les négociations comme il faut. On pose actuellement les bases de cette négociation. Les Israéliens négocient avec les Américains et les Palestiniens négocient eux aussi directement avec les Américains. John Kerry formule des principes qui permettront de commencer des négociations directes. On ne peut aboutir à un accord si on ne négocie pas directement avec l'autre partie. Ok, donc Avigdor Lieberman, tout miel avec John Kerry. Rappelons que vous avez organisé un panel de journalistes et que pour ce genre de déclaration, vous avez un panel de psychologues. Parce que quand même, l'évolution d'Avigdor Lieberman dans la carrière politique, quand même assez surprenante. Alors, on a entendu, Avirama va vous dire qu'il y a de nombreuses années, il avait accepté l'idée de sortir même de sa propre maison pour la création d'un État palestinien. C'est pas la première fois, 1, 2, si on connaît, et moi je connais pas mal Avigdor Lieberman, c'est un pragmatiste, le pragmatiste idéal pour le Moyen-Orient. Ah bah voilà, et c'est un leader. Et je ne voudrais pas dire des bonnes choses de lui parce que ça risque non, c'est pas bon pour lui que la gauche vraiment. Je ne soutiens pas du tout Avigdor Lieberman. Je pense que c'est une horreur qu'il soit le Premier ministre. Mais sérieusement, c'est un homme très très fort. C'est un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Et ce qu'il fait maintenant, c'est pas vraiment, il tourne pas, il jette pas sa peau, hein. Il change pas sa peau. C'est un homme qui croit vraiment à l'existence du peuple juif ici. Je pense que c'est une autre façon de dire... Lorsqu'il dit que la plénitude du peuple est préférable à celle de la terre, on a l'impression d'entendre un discours de Shalom Arshad dans les années 80. Non, pas du tout, parce que l'autre côté de cette histoire, c'est le changement de territoire. Qui risque à avoir des problèmes avec les Arabes. Avec population. Avec population. Voilà une bonne partie du cœur d'Israël, plein d'une population assez importante d'Arabes, ça va pas de soi. Là, vraiment, c'est une autre partie de la même pensée. C'est une pensée très européenne, si vous voulez. Encore une fois, est-ce que c'est ce discours plus modéré d'Avigdor Lieberman et ces déclarations d'amour, entre guillemets, envers John Kerry, est-ce que tout cela participe d'une volonté, encore une fois, de rassurer les Américains, ou est-ce qu'il y a un petit peu de sincérité, Michael? On a l'impression qu'il y a un jeu. Lieberman, voilà, je vais vous expliquer. Il regarde la carte politique israélienne. Il voit ce qui se passe à droite. On est très, très serré à droite. On a le Likoud, on a Bennett, et on a encore les partis encore plus à droite qui n'ont pas été élus cette fois-ci. Il regarde à droite, à gauche. Il se dit, le centre est un peu délaissé ces temps-ci. Je vais me mettre de ce côté-là. Pour moi, c'est un pragmatique dans ce sens-là. C'est un pragmatique politique. Il a compris. Il l'était toujours. Il l'était toujours. Mais de ce point de vue-là, il se cherche une maison politique aujourd'hui. Il se cherche un nouveau Israël Beitenu, c'est le nom de son parti. Voilà, exactement. Il se cherche une nouvelle maison politique. Il trouve qu'à droite, c'est un peu trop serré pour lui parce qu'il a besoin de place, il a besoin de donner toute son amplitude. Et donc, il a choisi ce discours de centre. C'est vrai, mais quand même, Israël Beitenu, comme parti, va aller avec lui. Parce qu'il faut rendre compte, là, il y a Faina Kirschenbaum, il y a Zev Elkin, qui sont très droites, mais quand même, ils sont très, très dévoués à Zev Elkin est du Likoud. Non, pas Zev Elkin. Comment s'appelle-t-il il y a des membres de son parti qui sont très très dévoués à la personnage, aux personnes. C'est pas le cas des leaders du parti comme Yair Shamir, le fils d'un ancien premier ministre, Yitzhak Shamir, qui lui est idéologiquement très proche de la droite. Oui, mais quand même, cette personne, Avigdor Lieberman, c'est le leader. Ni Yair Shamir, ni Uzi Landau n'ont pas la force politique du tout.
Et parfois, on a l'impression en Israël, sans Avigdor Lieberman, sans la force d'Avigdor Lieberman. Vous pensez que son pragmatisme dont on parle tant dans la presse, c'est quelque chose de sincère, et c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est destiné à... C'est sincère, mais c'est pas important. Séduire les opinions publiques occidentales et à corriger la mauvaise impression laissée par son précédent passage vous savez, parfois on arrive au résultat même si on veut pas. C'est-à-dire, moi je pense que c'est sincère, c'est plus que sincère, c'est très très intelligent, politiquement. Mais c'est pas ça ce qui va donner le résultat. Mais aujourd'hui, en cette époque-là, aujourd'hui, c'est très important de le faire. Et si c'est lui que les Américains vont préférer et en plus les Européens, l'Union européenne, ça va changer la carte politique, cette carte politique. On aura probablement l'occasion d'en reparler parce qu'on arrive à la dernière partie de notre émission, la rubrique des post-scriptum. Michael Blum, on va commencer avec vous. Oui, la semaine dernière, il y a eu des manifestations. On a déjà vu ce genre de manifestations de la population ultra-orthodoxe protestant contre les menaces, entre guillemets, d'enrôlement forcé pour les jeunes qui ne pourront plus étudier la Torah pendant des années et bénéficier d'une dispense militaire. Je pense qu'on a entendu des discours extrêmement virulents et que ces discours sont au-delà de la réalité, dépassent totalement la réalité du monde ultra-orthodoxe qui va vers le modernisme, qui va vers l'État, qui va vers la société. Du monde ultra-orthodoxe ou d'une partie du monde ultra-orthodoxe ? Une grande partie du monde ultra-orthodoxe, je pense, va vers le monde moderne, est prêt à aller vers la société. Beaucoup de jeunes sont prêts à entrer dans l'armée, à entrer dans le monde du travail. Et quand on entend ces discours affolés de gens, on va parler de kamikazes, de gens qui veulent quitter le pays, qui sont prêts à donner leur vie pour empêcher qu'on entre à l'armée, c'est les derniers soubresauts d'une société qui est en train de changer. Oui, Avirama et Lali, je vous voyais opinier du chef. Oui, parce que non, moi je suis pas du tout d'accord. Parce que mais vous faisiez oui de la tête quand même. Oui, pour la modernité, oui, pour les vagues de modernité en sein de cette société, oui. Non à l'armée, parce que l'armée, comme une seule, voilà. Aujourd'hui, mais ça vaut à rien, et ça pousse exactement, et on voit ce que ça donne, ça pousse cette société à une extrémité qui est vraiment, on le doit pas. Je comprends bien ce que vous dites, mais à partir du moment où cette population va davantage s'intégrer, notamment dans le marché du travail, il lui sera demandé, et c'est normal, d'exercer la sécurité de contribuer à la sécurité de l'État. Comme dit Lali, les choses changeront, il y aura une évolution. Ça ne sera pas l'armée d'aujourd'hui, il y aura une armée qui permettra à cette population de pouvoir s'y intégrer et de donner aussi à la sécurité. C'est la légende vraiment le post-scriptum de Lali, s'il vous plaît. C'est une légende qu'on... On a bien compris. Lali. Alors, moi, ça n'a rien à voir avec l'actualité. C'est juste que la semaine dernière, j'étais en France après 20 ans sans avoir mis les pieds. Oui, c'est mon actualité, mais c'est un peu lié à l'actualité quand même. Après 20 ans sans avoir mis les pieds en France, je me suis rendue à Paris la semaine dernière. Et j'ai envie de partager le sentiment que j'ai eu, parce que je me suis promenée dans un Paris à deux vitesses. Il y a deux Paris en fait. Il y a le Paris, moi je me suis promenée à la porte de Clignancourt chez ma famille, avec ma tante qui se promène avec un sifflet au cou parce qu'elle a peur de se faire agresser dans son impasse où on va dans la boue, on marche dans la boue pour rentrer dans sa maison. Et puis de l'autre côté, j'étais dans le boulevard des Italiens, à l'hôtel Coste. Et c'est ce décalage entre ces deux Paris à laquelle se rajoute un mécontentement qui concerne tout le monde, je veux dire, aujourd'hui. Ah oui, mais complètement, je veux dire, moi j'ai l'impression que c'est un risque d'implosion à l'intérieur de Paris. Moi j'ai vraiment ressenti ça comme ça. Le sentiment que Paris, avec ce Paris à deux vitesses, et les gens qui font la tête tout le temps, quoi, pour ne pas dire pire. Oui, mais ces deux choses mises à côté, il y a des inégalités sociales partout, en Israël aussi, mais rajouter à ça le mécontentement général, que c'est un risque d'implosion. Qui font les têtes, c'est très français. Très rapidement, le décalage entre la classe moyenne israélienne du tout, ou juive, et la classe moyenne arabe. Après le rapport de l'association Al-Mahadwa. Oui, alors là, vraiment, c'est très, très inquiétant. C'est l'autre côté des Haredim, des ultra-orthodoxes. Ce sont eux aussi qui ne font pas l'armée, qui ne font pas le service militaire. Mais par contre, il y a
beaucoup plus de pauvres parmi les Arabes, beaucoup moins de riches et surtout beaucoup moins de membres de la classe moyenne. Alors là, point de vue démocratie, c'est inquiétant. Et il y a des choses à faire, il y a une politique à mener. Il faut absolument changer la politique de marché de travail ici. Et puis les universités, parce que si vous regardez les universités en Israël, vous pouvez voir les Arabes comme étudiants, mais pas profs en université et pas troisième docteur, etc. Vous voyez beaucoup de médecins arabes, surtout aux hôpitaux. Discrimination à l'envers. Ah ben voilà. Merci non, beaucoup. non, pas du tout. Non, parce qu'on a besoin de médecins. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire la presse en ligne ou sur papier, car elle existe encore. Et regardez i24 News, bien sûr, à la semaine prochaine.